Le Tour 96, c'est sûr, a pris un sacré coup de jeune. On attendait le favori, Miguel Indurain, on pensait aussi à Laurent Jalabert. Eh bien, tant pis pour les spécialistes du pronostic, c'est Bjarne Riis qui remporte ce Tour de France. Deuxième position pour Ullrich, il gagnera certainement le Tour de France un jour. Troisième position pour Richard Virenque. Richard Virenque, un Français sur le podium, ce n'était pas arrivé depuis 1989. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé dans ce Tour de France, retour au départ à 's-Hertogenbosch. L'histoire de ce Tour 96 débute donc aux Pays-Bas, au pays du vélo et des canots. Là-bas, aux Pays-Bas, tout le monde fait du vélo, même Miguel Indurain, pour se rendre au départ du prologue du Tour 96. Il est, et c'est logique, le favori du Tour. Son principal adversaire, pour les spécialistes, pourrait être Laurent Jalabert. Avec Zoulé, il semble si complémentaire. Le prologue est prévu sur une distance de plus de 9 km. Les écarts peuvent être très importants. Comme si on avait senti que les intempéries avaient décidé d'accompagner les coureurs pendant quelques jours, on avait prévu de donner le départ du Tour à l'abri d'une immense halle. L'idée était belle, on y était à l'abri et l'ambiance rappelait celle des 6 jours. Il restait à distribuer les premiers maillots et à passer en revue les candidats à la victoire. On avait fait de Laurent Jalabert l'un des grands favoris du Tour et c'était bien légitime. Il est le numéro 1 mondial au classement de l'UCI. Il va se classer 8e de ce prologue. Juste devant lui, et c'est déjà un symbole, le roi Miguel. Il porte le maillot jaune pour la première fois dans ce Tour. Pas un de ses supporters ne peut envisager qu'il puisse s'agir de la dernière. Ils n'ont tous qu'un seul chiffre en tête, le chiffre 6. 6, comme 6 tours. Juste devant lui, Bjarne Riis, en 6e position. L'an passé, le Danois a terminé 3e du Tour de France. Il revient avec une équipe Télécom redoutable. Il a atteint sa plénitude à 32 ans. Plus expérimenté encore, Tony Rominger, il a tout gagné, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Il a également battu des records de l'heure, une victoire dans le Tour, et ce serait le vrai bonheur. Son équipe est redoutable, avec Olano par exemple, le champion du monde en titre, 4e de ce prologue, l'un des meilleurs rouleurs du monde. Si les deux hommes se complètent bien, ils peuvent poser de vrais problèmes à Miguel Indurain. On découvre le podium de ce prologue maintenant. Evgeny Berzin. Que lui manque-t-il pour gagner le Tour? De la constance sans doute. Il a toutes les qualités, mais la tête ne suit pas toujours. En deuxième position, Chris Boardman, l'Anglais. Il n'avait parcouru que 3 km dans le Tour 95. Il prend une moitié de revanche sur le sort à 's-Hertogenbosch. Il lui manque 2 petites secondes pour s'offrir le maillot jaune.
Il est battu par Alex Zoulet, le dauphin de Miguel Indurain de la précédente édition. Avec Jalabert et Zoulet, la Once présente 2 favoris. Comme Olano et Rominger chez Mapei, cette année, c'est sûr, Indurain devrait être attaqué. Maintenant que les présentations sont faites, place à la course. Les premières images donnent le ton, un ton froid, humide et rigoureux. Des dangereux ronds-points, des chutes à répétition vont marquer les organismes. Le Tour 96 sera dur, mais le Tour 96 sera beau. Un symbole encore, Buena Hora, le lauréat du prix de la combativité dans le Tour 95, est le premier coureur contraint à l'abandon. Il doit renoncer après une chute, la première d'une longue série dont seront victimes Thierry Marie, Luc Leblanc et Abdou Japarov, entre autres. La première attaque du Tour de France a été l'œuvre d'un Français, Jackie Durand. Le premier succès dans une étape en ligne sera pour un tricolore également. Moncassin, Blythe Evans, Cipollini, les meilleurs sprinteurs du monde sont là et le jury des commissaires veille. Pour avoir tassé le Français à 50 mètres de la ligne, l'Italien est déclassé. Il accepte la sentence, la victoire est pour Moncassin, mais Cipollini donne rendez-vous à ses copains sprinteurs le lendemain à Ouascal. Avant de songer à la victoire d'étape, les sprinteurs ont une autre idée en tête au départ. Ils bravent la pluie, le vent pour se disputer les sprints bonification. Avec les 6 secondes glanées dans le premier sprint du jour, Moncassin revient à 3 secondes de Zoulet au classement général. Les calculs sont simples. Si Moncassin termine dans les 3 premiers de l'étape, il prend le maillot jaune. Pour l'étape, ce sera Cipollini. Mais pour le maillot jaune, Moncassin repassera. Il est 4e. Il lui manque 1 seconde. Entre Ouascal et Nogent, le Tour semble déjà essoufflé. Il souffre du froid, de la pluie aussi. L'étape est étonnamment calme. Ce tour reprend des allures très classiques. Et si l'on avait été privé de véritables séries de sprint les années passées, cette édition 96 va renouer avec cette belle tradition. Il y a du vent de face, alors donc tous ceux qui veulent attaquer, c'est un peu difficile de lutter tout seul contre le vent ou à 2 ou 3. Donc ça roule tranquille. On s'achemine donc vers une arrivée groupée. Dans le dernier virage, sur la gauche de la route, Frédéric Moncassin évite la chute d'un rien. Là encore, la situation est claire. Pour prendre le maillot jaune d'Alex Zoulet, Moncassin doit se classer dans les 3 premiers. La victoire d'étape est pour Éric Zabel, qui devance Cipollini, encore lui. Mais c'est assez rare pour être souligné. Le 3e est aussi heureux que le premier. Entre Soissons et Madine, Roger Leget et l'équipe Gann ont toutes les cartes en main. Les regards des supporters français se focalisent sur eux. On remarque à peine l'invité de dernière minute de ce Tour de France. La modeste, on parle finance bien sûr, la modeste équipe d'Aubervilliers 93 et Cyril Saugrin qui passe à l'attaque dès le début de l'étape.
Quand on porte le maillot jaune dans une équipe, il ne faut manquer aucune échappée. C'est une des règles de base du cyclisme. Et les hommes de Roger Leget la connaissent bien. Quand 4 hommes se sont portés en tête, Stéphane Eulot et son maillot de champion de France a joué son rôle d'équipier. Tandis que le peloton souffre face au vent, pour les 5 hommes de tête, le sprint est inévitable. Et contre tous les pronostics, c'est Cyril Saugrin, le coureur d'Aubert, qui s'offre l'étape, comme pour se montrer digne de l'invitation de dernière minute du Tour de France. Dans le sprint du peloton, une chute. Elle implique notamment Svorada, le porteur du maillot vert, et Laurent Brochard. Vous remarquerez que Björn Norris, en maillot rouge, s'en sort indemne de justesse. La victoire d'étape est donc pour Cyril Saugrin et l'on compte un 3e porteur du maillot jaune depuis le début du Tour. Eulot succède à son équipier Moncassin. Entre Madine et Besançon, le peloton ne s'est toujours pas débarrassé de son passager encombrant, le mauvais temps. Le vent de face, la pluie, les 2 ennemis du cycliste n'ont pratiquement pas quitté les coureurs du Tour de France. La journée est dure pour tout le monde et Jan Svorada, victime de la chute de la veille, s'arrêtera là. Très peu d'attaques au programme du jour et pour la 4e fois, on s'explique au sprint. Moncassin, Cipollini, Zabel ont déjà gagné. Le vainqueur du jour s'appelle Blythe Evans. Dans quelques heures, il va falloir s'attaquer aux Alpes. Et dans ces conditions atmosphériques si difficiles, cela inquiète tout le monde. Les organismes sont éprouvés et quand Léon C décide de déclencher la bagarre, les plus touchés sont déjà condamnés à renoncer. Lance Armstrong, l'ancien champion du monde, Eddy Seigneur, l'ancien champion de France, et Jean-Cyril Robin également, sont au nombre des victimes du jour. On retiendra de cette étape qu'elle est remportée par le très opportuniste néerlandais Jan Bogert. Mais les esprits sont déjà ailleurs. Demain, il faudra attaquer le col de la Madeleine, le Cormet de Roseland et la montée vers les Arcs. Au tennis, on dit que le 7e jeu est souvent capital dans un match. Cette 7e étape le sera aussi. Ce jour-là, la pluie ne va pas freiner le peloton. On va vivre l'un des épisodes les plus spectaculaires de ces dernières années. Dans les regards, on a lu dès le départ une certaine inquiétude. C'est vrai, il y a de quoi. En apéritif, au programme, l'ascension du col de la Madeleine. Mais avant le sommet, le meilleur grimpeur de ce début de tour, le néerlandais Van Bon, a déjà abandonné. Un symbole. Au sommet de la Madeleine, 31 coureurs forment le premier groupe. Virenque prend un acompte sur le maillot à pois devant Indurain et Zoulé, les 2 premiers du Tour 95. Mais derrière, les premières défaillances. Le maillot jaune en personne est en difficulté. Plus surprenant encore, Laurent Jalabert, incapable de suivre. Dans la descente, les conditions climatiques sont encore plus difficiles. Elles seront fatales à Eulot, victime d'une douleur tenace au genou. Il pose 2 fois pied à terre avant de renoncer. Pour qu'une étape soit épique, c'est vrai, il faut des drames, des chutes aussi. Elles vont émailler cette étape de légende. Zoulé va aller 2 fois dans le ravin, mais l'accident le plus spectaculaire implique Johan Breunel.
On a du mal à croire que toutes ces chutes n'ont provoqué aucune blessure grave. Au Cormet de Roselans, les premières attaques se déclenchent. Mais la grande bagarre, elle a lieu derrière. Au sommet du Cormet, Dufaux a contré. Mais la grande explication a lieu dans l'ascension vers les Arcs. Luc Leblanc choisit ce terrain pour attaquer à nouveau. Il revient sur Bolz, à la dérive, puis va fondre sur Dufaux. On en est à admirer la performance de Luc Leblanc quand se produit la plus grande sensation du jour. Une image nous montre un homme en difficulté. Miguel Indurain, vainqueur de 5 tours consécutifs, connaît l'une de ses premières grosses défaillances. Le tour se joue peut-être là. En tout cas, une page du cyclisme moderne se tourne dans les lacets de l'ascension des Arcs. On découvre un Miguel Indurain qu'on connaissait peu, tout à coup tellement humain. Pour la victoire, Luc Leblanc ne peut pas être rejoint. Comme à Hautacam en 1994, le Français gagne l'étape. L'étape a été superbe, les défaillances terribles. Mais paradoxe, tandis que Jalabert, Indurain et Zoulet semblent avoir perdu le tour, on retrouve encore 10 hommes en 1 minute. Berzin est en jaune, ça promet. En ce dimanche 7 juillet, Evgeny Berzin est en jaune, mais il n'a qu'une toute petite avance sur ses principaux adversaires. Il est considéré pourtant comme le favori du contre-la-montre qui mènera les coureurs à Val d'Isère. Il va d'ailleurs consolider sa première place en parcourant les 30 km qui séparent Bourg-Saint-Maurice de Val d'Isère à plus de 35 km/h de moyenne. Impressionnant. Deuxième de ce contre-la-montre et dauphin de Berzin au classement général, le Danois Bjarne Riis. Il fait tout à coup forte impression, parce qu'il affiche une belle sérénité et parce que son équipe Télécom, avec Ulrich, qui va prendre la 6e place du contre-la-montre, paraît tout à coup très forte. À la 3e place, Abraham Olano. Le champion du monde fait partie des favoris de ce tour, c'est certain, même si on commence à s'interroger sur la tactique que va pouvoir employer l'équipe Mapei avec ses 2 leaders. Car Tony Rominger pointe à la 4e place du classement général aujourd'hui. Il manque peut-être un peu de fraîcheur, mais son expérience peut faire la différence. On est très pessimiste en revanche pour Miguel Indurain. Sa défaillance de la veille n'était pas qu'un incident de course. Miguel, vous prenez le maillot aujourd'hui? Non, fais una bonne contre-la-montre et un autre jour, arriver à Paris, c'est meilleur. Ce n'était pas qu'une fringale comme on dit. Sa 5e place à Val d'Isère montre tout à coup les véritables limites de Miguel Indurain.
Mais on devrait en savoir davantage le lendemain. Au programme, l'Iseran, le Galibier et Sestrières. Il était dit que ce tour aurait un scénario inhabituel. Ce 8 juillet a des allures de journée de décembre. La neige et le vent interdisent l'accès au Galibier à un peloton cycliste. La décision de la Société du Tour de France intervient dès 7 h du matin. On passera l'Iseran en convoi. Les coureurs sont fatalistes. C'est dommage, c'est une très belle étape, mais quand même, là, pour monter là, avec la neige et tout, c'est trop dangereux. Au pied du Galibier, le directeur du Tour prend une nouvelle décision. La sécurité des coureurs ne peut pas être assurée. Alors on ne prendra le départ qu'à Menotier-les-Bains, au kilomètre 143, le temps de se couvrir chaudement. On disputera l'étape sur 46 km. L'étape est courte, très courte même, mais elle va faire des dégâts. Le responsable, Bjarne Riis. Le Danois a décidé de partir en solitaire. Il passe seul en tête au col de Montgenèvre. Derrière, Berzin et Olano se chargent de mener la poursuite, mais Riis accélère encore. Riis accélère toujours. Oh, c'est bien derrière. Première victime de ce nouveau coup d'accélérateur, le maillot jaune en personne, en queue de ce peloton. Mais un peu plus de 40 km vont suffire à bouleverser la hiérarchie du Tour. Déjà vainqueur aux arcs, Luc Leblanc en veut encore. Il a tant de retard à combler au classement général. L'accélération de Leblanc, bientôt relayée par Miguel Indurain, va provoquer la perte définitive de Berzin. Pour le succès d'étape, Riis ne sera plus rejoint, mais Leblanc échoue de peu, de 24 secondes. Derrière lui, Virenque et Rominger font une belle opération au classement général. Indurain, lui, se contente de limiter la casse. Bjarne Riis prend le maillot jaune, devant Berzin battu et devant Rominger. Entre Turin et Gap, le Tour va prendre fin pour Laurent Jalabert. Je pensais que je pouvais me refaire une santé, mais apparemment, bon, je crois que hier j'ai eu un sursis. J'étais tellement malade avant-hier après le chrono que bon, j'étais même pas raisonnable de repartir, mais je pensais pouvoir récupérer, quoi. Le Tour 96 avait été présenté comme un duel Indurain-Jalabert. Le cyclisme et le Tour de France, ce n'est pas aussi simple que ça. Pas simple non plus la tactique de l'équipier d'un maillot jaune. Avec Virenque et Ougroumov, Ullrich en maillot télécom est projeté à l'avant. L'échappée a 3 minutes d'avance, mais Ullrich doit appliquer les consignes. Pas question de favoriser les plans de Virenque. Virenque râlera un peu bien sûr, pour la forme, mais le cyclisme a des règles et il le sait bien. Aujourd'hui, la montagne est enfin belle, le soleil est de retour, on en profite. Le Danois Rolf Sørensen a bien failli apprécier cette journée, plus encore que les autres. À quelques kilomètres de l'arrivée, il est seul en tête.
Mais le peloton intraitable va s'offrir un nouveau sprint. Un nouveau sprint qui fait le bonheur d'Éric Zabel. Il gagne l'étape et s'empare du maillot vert. L'hégémonie des télécoms est en marche. Pour troubler le règne des télécoms, dans la course au maillot, Richard Virenque n'a pas trop de soucis à se faire. On ne voit plus qui pourrait l'inquiéter pour le classement de la montagne. Il va d'ailleurs passer facilement en tête au sommet du col de Cabre. Richard peut songer maintenant aux Pyrénées et à la possibilité qui lui sera offerte de s'offrir une belle place au classement général. Dans la descente de Cabre, 4 hommes se portent en tête. Savoldelli, Jaherman, Bourguignon et Brochard. On est encore loin, très loin de l'arrivée. Ne vous fiez pas aux apparences, Björn Riis se préserve sans problème sa place parmi les meilleurs. Un groupe de contre s'est formé, groupe de 8 hommes qui comptent 3 minutes d'avance à 36 km de l'arrivée. Savoldelli, Jaherman, Bourguignon n'ont pas réussi à prendre le bon wagon, seul Brochard est rescapé de la première échappée. Les coéquipiers de Björn Riis se contentent de contrôler et l'ont fait de Fernandez Ginés, le champion d'Espagne, le favori pour la victoire d'étape. Mais le Tour de France réserve décidément son lot de surprises. À Valence, c'est le petit Colombien, Chepe González, qui piège tout le monde. Le lendemain, pour rejoindre le Puy-en-Velay, le peloton traverse le Rhône, de la Drôme à l'Ardèche. Autant le dire tout de suite, on ne vivra pas la plus grande journée sportive de ce Tour de France. Dans l'échappée qui a pris forme dès les premiers kilomètres, il n'y a aucun prétendant à la victoire finale, mais dans cette échappée, il y a un certain Pascal Richard. Roux, Van Zella, Breukink, Nelissen, Garcia Casas, Gualdi, Skibi et Mauri savent peut-être que le Suisse Richard a la bonne habitude de ne jamais être battu quand il figure dans une échappée. Au Puy-en-Velay, la tradition est respectée. Le Suisse Pascal Richard l'emporte. Il est le plus fort peut-être, mais le plus rusé surtout. Au départ du Puy pour la 13e étape de ce Tour de France, l'allure est excessivement rapide. On va parcourir plus de 49 km dans la première heure. Aujourd'hui, les Banestos semblent décidés à favoriser une attaque de Miguel Indurain. Au classement général, Miguel compte 4 minutes 38 de retard. Il veut saisir toutes les occasions, mais il n'est pas servi par la chance. Il est victime d'une crevaison qui l'oblige à consentir encore des efforts supplémentaires. À l'avant, Leblanc et Virenque multiplient les attaques. Les frères ennemis du cyclisme français sont encore les animateurs du jour. Toutes les attaques ou presque sont contrôlées par les télécoms, mais Leblanc insiste encore. Derrière, Tony Rominger, lui, est déjà en difficulté.
Le blanc a été repris, le blanc a attaqué encore. Et Virenque le contre maintenant, ils sont intenables, les petits Français. Ils obligent les télécoms à travailler encore. En équipier modèle, Jan Ullrich emmène le peloton maillot jaune. Le scénario se répète encore. Le blanc et Virenque en remettent une petite couche. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ils vont reprendre 1 à 1 les échappés de la première heure. Derrière, Riss n'en a que faire. Il fait rouler ses équipiers pour distancer Rominger et les autres. Il faut désigner maintenant le vainqueur de l'étape. Sorensen, Rodriguez, Savoldelli, Leblanc ou Virenque. Ils sont 5, mais le plus fort, le plus malin, le plus acrobate aussi, sera le Danois Rolf Sorensen. Un Danois vainqueur d'étape, un Danois toujours en jaune, et il faut le noter, c'est Miguel Indurain qui est le plus rapide du groupe. Indurain, toujours à 4 minutes 38 au classement général. Au matin de ce 14 juillet, on a encore en mémoire l'exploit de Laurent Jalabert, l'année précédente à Mende. Sur ce terrain de moyenne montagne qui lui convient à merveille, Bjarne Riis va se comporter en patron. Plus de doute, c'est lui, le boss du Tour 96. Ils sont très à l'avant sur une de ces accélérations. Riis est accompagné de Bols et Ullrich, ses équipiers. Il y a aussi Olano, Bartoli, Richard, Berzin, Virenque, Brochard, Dufaux, Leblanc, Luttenberger et Roux. Virenque saisit l'occasion de consolider son maillot à pois. Et derrière, on est nerveux. Escartine est même victime d'une chute. Devant, Bjarne Riis sent le bon coup. Il mène et organise l'offensive. Il veut mettre tout de suite un point final au suspense du Tour 96. Indurain est piégé. Les Banesto doivent rouler. Ils doivent prendre cette échappée au sérieux, d'autant plus que tout à coup, Berzin est enfin décidé à collaborer. Après 38 km de lutte acharnée, les Banesto vont enfin provoquer le regroupement. Mais ces efforts, c'est sûr, se paieront dans 2 jours dans la première étape des Pyrénées. Pour l'étape du jour, ils sont 6 à prétendre au succès. Parmi eux, le Français Laurent Madouas, qui est sans aucun doute le plus fort pour faire la différence, mais le Rennais attaque trop tôt peut-être. Il offre à Abdou Chaparov une belle occasion de placer un contre. Déjà vainqueur de 8 étapes du Tour, Abdou s'offre pour la première fois un succès en solitaire. Au sommet du Puy-Pinson, Gueldi, Madouas, Roux et Hamburger sont piégés. Abdou était le plus fort.
Entre Brive et Villeneuve-sur-Lot, chez les supporters de Laurent Roux, les coureurs ont déjà en tête l'étape du lendemain, celle qui les emmènera au sommet d'Otakam, près de Lourdes. Alors les 136 rescapés du Tour 96 campent sur leur position. Ils sont 6 à profiter de cette relative accalmie. Bartoli, Stephens, Podenzana, Le Marchand, Van Peteghem et Guérini. Leur avance est assez confortable pour qu'ils se disputent la victoire entre eux. Comme Abdou-Japarov la veille, c'est Podenzana qui est le plus malin. Personne ne peut répondre à son attaque à 8 km de l'arrivée. C'est vrai que la poursuite n'est pas favorisée par une chute de Stephens. L'Australien manque un virage et retarde le groupe de contre. Podenzana ne verra jamais cet incident. Il est déjà occupé à savourer son succès. Le double champion d'Italie n'avait jamais remporté de victoire d'un tel standing. Mardi 16 juillet, c'est l'anniversaire de Miguel. Mais si on osait, on dirait que ce jour-là, ça n'allait pas être sa fête. L'étape pyrénéenne sera dure pour tout le monde, pour le quintuple vainqueur du Tour également. L'étape est longue de 199 km, mais tout se passe dans les derniers, ceux de l'ascension d'Otakam. C'est Alex Zoulet, le Suisse, qui déclenche la bagarre, comme s'il voulait rappeler que l'an passé, il avait été le premier dauphin du roi Miguel. Il se lance dans un beau baroud qui ne sera qu'un baroud d'honneur. Il reprend Laurent Roux, une fois encore dans le rôle de l'attaquant de la première heure. Mais dans le groupe maillot jaune, Jan Ullrich prépare déjà le terrain. À 10 km du sommet, Zoulet est repris et Indurain donne tout à coup de l'espoir à ses supporters. On accélère et Rominger est déjà en difficulté. Remarquez, dans le peloton, Berzin et Olano ne semblent pas très bien non plus. C'est vrai que Jan Ullrich impose le train. On est à moins de 8 km du sommet quand Riss adopte une attitude singulière. Il se laisse déborder par le petit groupe de tête et les plus pessimistes voilà les signes avant-coureurs d'une défaillance. Erreur. Riss est en train de jouer avec ses adversaires. 3 fois il va attaquer, 3 fois il va observer, apprécier ce qui est l'un des plus beaux épisodes du Tour 96. La troisième attaque est la bonne, on s'expliquera, c'est sûr, pour la deuxième place. Riss survole l'étape, Riss survole le Tour. Derrière, on compte les victimes. Indurain, une fois de plus, est en difficulté avec Olano et Luttenberger. Une fois encore, Virenque et Leblanc sont les seuls à tenter de suivre. Un peu plus loin, Indurain craque vraiment. Il ne peut rien contre Riss, il ne peut rien non plus contre Rominger. Rominger qui le laisse sur place.
Richard Virenque, Laurent Dufaux, Luc Leblanc sont les seuls rescapés. Riss a gagné le Tour ce jour-là. Pour la deuxième place, Virenque, avec la complicité de Dufaux, devance nettement Leblanc. Un peu plus loin encore, on retrouve Rominger et Jan Ullrich, puis Escartine et Olano. Indurain, encore battu, abandonne 2 minutes et 28 secondes. Il perd tout espoir de gagner le Tour de France. Berzin, lui, abandonne 2 minutes et 59 secondes. « 262 km entre Argelès-Gazost et Pampelune, c'est beaucoup. Beaucoup pour un peloton fatigué. Combien seront-ils à pouvoir suivre le rythme imposé par Bjarne Riss? Ces trois-là, en tout cas, prennent de l'avance très tôt, comme pour mieux limiter les dégâts ensuite. Stephens, Hervé et Bartoli ont attaqué dès le col de Soulor. Cette accélération provoque de nouveaux abandons. Il n'était plus que 134 au départ. Ce soir, Colotti, Aparicio et Lieti manqueront à l'appel. Devant, on retrouve toujours les mêmes. Laurent Dufaux, le Suisse, qui travaille pour Richard Virenque et les Festina. Pour les télécoms, c'est Jan Ullrich qui prend les choses en main. Des accélérations qui vont être fatales. Fatales à Tony Rominger et plus grave peut-être parce qu'il arrive ce soir chez lui à Miguel Indurain. Dans le groupe des battus, on retrouve Olano et Fernandez Gines. L'attaquant de la première heure, Neil Stephens, l'Australien, est seul au sommet du Soudet. Mais derrière lui, ceux qui occuperont les premières places du classement général à Paris se sont regroupés. Indurain n'a pas sa place dans ce groupe. Il est à nouveau piégé. Dans le groupe de tête, avec Bjarne Riss, ils sont 7. Leblanc, Virenque, Dufaux, Escartine, Ullrich, Ugrumov et Luttenberger. Ces 8 coureurs occuperont les 8 premières places au classement général final. Les petits incidents techniques qui retarderont Escartine, puis Dufaux, puis Virenque
L'attitude un peu trop présente des spectateurs n'y changeront rien. Au port de l'Arro, ils seront toujours en tête. Au sommet, bien sûr, Richard Virenque va passer en tête. Les 8 comptent alors 4 minutes 50 d'avance sur le groupe Olano, Rominger, Indurain. Mais dans la descente, tout à coup, on pense que le tour n'est peut-être pas définitivement joué. L'écart est tombé à 2 minutes 30. Une nouvelle accélération d'Ullrich. Des relais appuyés de Bjarne-Riis en personne vont tuer définitivement le suspense. Pour la victoire d'étape, Laurent Dufaux va prendre la bonne roue, celle de Bjarne-Riis. Il va même le dominer au sprint. Mais le Danois est le grand vainqueur du jour. Il a relégué Rominger, Olano, Indurain et les autres à plus de 8 minutes et placé Ullrich à la 2e place du classement général. En se classant 3e de l'étape, Richard Virenque monte sur la 3e marche du podium du Tour. Indurain est battu, c'est sûr, mais Miguel va montrer ce jour-là, quand il passera dans son village natal, que s'il a su gagner pendant 5 ans, il sait perdre aussi, avec courage et dignité. Miguel Indurain qui passe le témoin à Bjarne-Riis devant son public de Pamplune, c'est là aussi l'une des grandes images de ce Tour 96. Miguel Indurain va quitter les siens pour 154 km 500 entre Pamplune et Hendaye à 4 jours de l'arrivée à Paris. Cette étape, c'est logique, sera offerte aux équipiers. Bjarne-Riis a lancé N, le champion d'Allemagne, dans l'échappée. Mais s'il est le plus fort, N n'est sûrement pas le plus expérimenté. Il a lancé le sprint de bien trop loin. Voskamp, le néerlandais, a attendu son heure et remporte la 18e étape du Tour, la 2e pour les TVM de Blaye Levens. Le dernier contre-la-montre du Tour aura lieu dans la région de Bordeaux. On va s'y rendre sur 226 km 500 en partant d'Hendaye par les Landes. Pour une fois, on a le temps de jeter un œil sur ce qui se passe sur le bord de la route et il s'en passe des choses. Bientôt rejoint par Wouters, Gilles Tallement a rêvé pendant 44 km. Mais dans les faubourgs de Bordeaux, les équipiers des sprinteurs vont faire leur boulot, la tradition sera respectée, le peloton arrivera groupé. Un peloton qui va nous offrir le plus beau sprint du Tour 96. La victoire de Frédéric Moncassin devant Zabel et Baldato mérite bien d'être vue sous tous les angles.
Entre Bordeaux et Saint-Émilion, 62 km 500 contre la montre, mais pour quels enjeux? Pour la 3e place sur le podium tout d'abord. La lutte est fratricide. Laurent Dufaux, le Suisse, n'a qu'1 minute et 27 secondes de retard sur Richard Virenque. Il réalise le meilleur contre-la-montre de sa carrière. Il se classe 5e de l'étape. Mais pour détrôner Richard Virenque, cela ne suffit pas. 7e de l'étape, Richard ne concède que 11 secondes à son copain de chez Festina. Cette fois-ci, c'est sûr, Richard Virenque sera sur le podium. Jan Ullrich, lui, n'est qu'à 3 minutes 59 de Ries, son leader. A priori, rien ne peut arriver. Mais rétrospectivement, on peut envisager un dernier coup de théâtre. Songez, Ullrich va combler plus de la moitié de son retard. Il reprend 2 minutes et 18 secondes à Ries. Incroyable. Ries, c'est vrai, paie ce jour-là les efforts des jours précédents. Sa plus dure journée sur le Tour de France. Mais l'essentiel, c'est vrai, avait été assuré depuis bien longtemps. Au chapitre des performances toujours, Luc Leblanc. Le contre-la-montre, on le sait, n'est pas sa spécialité, mais ce jour-là, il dépasse à la fois Ougromov et Escartine pour s'offrir la 6e place du Tour 96. Mais le principal enseignement du jour, c'est, on allait dire, la résurrection de Miguel Indurain. 2e derrière l'intouchable Ullrich, il se rassure et ses supporters avec. C'est à Saint-Émilion, ici même, qu'il décidera de se présenter au départ des Jeux Olympiques et qu'il retrouvera des ambitions de succès pour la fin de la saison. Ce n'est pas la plus mauvaise nouvelle de cette fin de Tour de France. Le dernier épisode de ce Tour 96 à Paris, c'est la fête. La fête pour 129 rescapés, rescapés du froid, du vent, de la pluie, puis de la chaleur, rescapés des Alpes et des Pyrénées. Un petit défilé à la Bastille et on s'achemine comme toujours vers un sprint massif. Les télécoms veillent, l'échappée sera revue dans le dernier tour. Parmi les seigneurs du sprint, tout le monde a été servi. Moncassin 2 fois, à Sertogenbosch et à Bordeaux. Cipollini à Wascal. Zabel, lui, à Nogent-sur-Oise et Gap. Blaye-Levens à Besançon. Seul l'Italien Baldato a collectionné les places d'honneur et comme s'il devait y avoir une morale dans ce final, c'est Baldato qui va s'offrir le dernier sprint. Aux Champs-Élysées avec en prime l'hommage de Frédéric Moncassin dès la ligne d'arrivée franchie.
Sur les podiums maintenant, à Bjarneris, le premier tour de l'après Induren. À Eric Zabel, la succession de Laurent Jalabert pour le maillot vert. Et seul Richard Virenque retrouve son maillot de l'an passé. Dans l'ordre, Ries, Ulrich, Virenque, vous n'étiez certainement pas nombreux à l'avoir dans l'ordre à 's-Hertogenbosch.